un message que vous auriez à donner à tous les jeunes qui nous écoutent là en ce moment? Je vais leur dire, j'aime pas ça leur dire ça, mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que pour la première fois depuis très longtemps, les outils qui permettaient aux jeunes qui avaient des qualités éminentes, mais qui n'étaient pas nés au bon endroit, vous voyez ce que je veux dire. Camus, qui est né à Alger, avec une mère qui savait ni lire écrire et qui était à moitié idiote, mais qui est tombé sur Monsieur Germain, qui a rendu compte, qui en a fait Camus, quoi, enfin bref, qui était l'instituteur. Nos sociétés ne sont plus ouvertes aux gens qui sont nés au mauvais endroit. Et ça, c'est très inquiétant. Parce qu'une société doit rester ouverte au type de talents qui viennent d'un endroit improbable, quoi. C'est Jaurès qui est né, je sais plus quoi, enfin dans la montagne noire là-haut, et qui était un fils de paysan ou je sais pas quoi, et qui s'est retrouvé en train de présenter sa thèse de philosophie en latin, quoi, quand il avait 23 ans. Bon, je veux dire, quelle était la probabilité qu'un... Je sais plus, il venait de Rodin. Là, il n'y en a plus aucun aujourd'hui qui peut faire ça. Non, mais il y en a peut-être qui pourraient le faire, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus l'outil pour aller repérer Jaurès en province et le faire devenir Jaurès dans le... C'est ça qu'on a tué. Et donc, on est passé d'une société assez fluide, assez ouverte, à une société qui devient aristocratique. Et pour la première fois, depuis très longtemps, c'est peut-être le cas des sociétés aristocratiques. Regardez, le président de la République français aujourd'hui, il n'aime pas son pays. Ça va être la première fois qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays. Parce que ces sociétés, l'émergence d'un Jaurès, il a émergé parce qu'il était français. Donc ça se passait à l'intérieur d'un pays, d'une volonté de vivre ensemble, d'un système d'agriculture, et on n'a plus tout ça. Donc je plains tous ces gamins qui n'ont plus accès à, dans le fond, des profondeurs inouïes d'histoire. Et donc, ça revient à ce qu'on disait d'ailleurs en off tout à l'heure. Est-ce que la solution, ça, au final, c'est pas indirectement, ça serait avec des systèmes alternatifs? Alors, pour la monnaie, on a le Bitcoin, par exemple, mais on a Internet qui permet un accès à l'information aujourd'hui. C'est-à-dire que, et c'est là où je suis très surpris qu'avec l'Institut des libertés, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis arrêté dans la rue tout le temps par les gens qui me disent merci, c'est qu'ils doivent sentir que mon but, c'est d'essayer de faire passer cette histoire que moi j'ai reçue en héritage, pour qu'eux aussi, en quelque sorte, ils sentent ce que je leur raconte. Ça paraît dur ce que je veux dire, mais je me fais l'effet du grand-père qui raconte sa guerre de 14, vous savez, en lui disant c'était pas marrant tous les jours, quoi, mais enfin on avait des bons copains, c'était... Et donc cette espèce de lien qui existait entre les générations et que les professeurs utilisaient pour refaire, a disparu. Et je trouve que ça nous donne une société très bizarre. On a une société instantanée, on n'a plus de société qui ont une dimension historique. Il n'y a plus la dimension historique. C'est pour ça que l'Angleterre me fascine. C'est que vous avez le système politique qui est l'Angleterre d'aujourd'hui, et vous avez la reine et le roi qui représentent l'Angleterre éternelle. Donc, ils ont les deux côtés dans leurs institutions. Ben nous, on n'a plus personne qui représente la France éternelle. Et ça me trouble. Donc, au final, ça serait... on est un peu dans le thème de l'émission, du coup. Ça serait un petit peu le rôle de chaque jeune aujourd'hui de trouver... De se cultiver. De se cultiver, d'essayer de trouver de la sagesse et l'information, là, il peut l'apprendre. Oui. Et elle est disponible. Et de la travailler, en n'oubliant pas que demain, il devra la donner lui aussi. Et voilà. Et que il devra la donner, il devra la transmettre, le cas échéant, à ses enfants. Et peut-être aux nouveaux Français, etc. Parce que si on n'a plus rien à transmettre, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres qui viennent chez nous de l'extérieur s'agrègent à nous. Oui. Ça me paraît une idée farfelue. Tandis que, voilà quoi. Regardez, revenons au rugby, qui est quand même l'essentiel dans la vie. Le nombre de joueurs d'origine maghrébine qu'il y a dans l'équipe de France ou qu'il y a dans les clubs partout, c'est pas croyable. Pilier, deuxième ligne et tout. Et ils sont contents comme tout. Et je vous assure qu'ils bouffent du cochon et qu'ils boivent un bon coup. Donc, ils ont parfaitement compris le message. Et donc, le rugby a réussi, quelque part, à intégrer toute une série de cette population. On devrait faire ce que fait le rugby, quoi. Moi, je trouve qu'on devrait interdire le foot dans toutes les banlieues et forcer les gens à jouer au rugby. Après, il y a aussi ce côté où
ils ont fait du rugby avec le gars du coin, Oui. le petit franchouillard. C'est-à-dire que effectivement, après, peut-être si c'était dans si 93. Vous êtes 1m80 et 120 kg, vous n'allez pas jouer avant-centre au foot. Donc, il va les crapahuter vers l'endroit où il peut les mettre des claques tranquillement sans qu'on lui en veuille. Quoi. Donc, il y a aussi ce côté que le rugby permet à toute une série de gabarits physiques de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas du foot. Donc, morale de l'histoire, mettez-vous au rugby. Morale de l'histoire, il faut que l'immigration se fasse au rugby.